Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. C'est la rentrée, on en parle depuis ce matin. C'est ce qui domine bien évidemment l'actualité, mais pas que. L'actualité de ces dernières semaines est aussi marquée, vous le savez, par le risque de graves pénuries. La guerre ukrainienne a des répercussions que beaucoup n'auraient jamais imaginées, au point que certains pays européens notamment se demandent si cet hiver, ils auront de l'électricité, s'ils auront de quoi se chauffer. Dans les capitales, les appels se multiplient actuellement pour que les lumières, notamment non nécessaires, soient éteintes la nuit. Depuis quelques jours également, certains gouvernements agitent même le spectre de rationnement énergétique pour les entreprises. Qui aurait pu imaginer ça ? La guerre aux hydrocarbures, le chantage au gaz, jamais le mot énergie n'aura été autant prononcé. S'ajoutent à cela bien sûr les répercussions du changement climatique. Le manque de pluviométrie a touché toute la planète. Les nappes sont asséchées, les barrages au plus bas niveau. Qu'en est-il pour nous ? Quel scénario ? Allons-nous également connaître des restrictions en électricité, en gaz ? Sommes-nous à l'abri ? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Avec moi aujourd'hui, Saïd Mouline, le directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'était important de vous avoir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Avant de parler de climat, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on parle de géopolitique avec ce qui se passe actuellement. C'est un tableau plutôt sombre qui est dressé. Jusqu'à présent, nous ne parlions pas encore de restrictions à ce niveau-là. Est-ce que nous aussi, première question tout de suite, est-ce que nous aussi, à l'instar d'autres pays dans le monde, nous risquons de connaître des pénuries en raison de la flambée, bien évidemment, des prix. Nous avons vu depuis plusieurs mois, depuis le début de la guerre, que ce contexte pour notre pays a été important. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos importations venaient de cette région. En plus, notre pays est très dépendant énergétiquement. Nos besoins en énergie grise, pétrole, gaz, charbon, est importé. Ce que nous produisons localement, c'est du renouvelable aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce contexte a fait aussi... Il y a eu deux problèmes. Un problème d'abord d'approvisionnement, très sûr d'avoir ces approvisionnements, et l'autre volet, c'était le prix. Et donc, il a fallu gérer pour que notre pays n'ait pas de coupure. Et si vous avez remarqué que ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, malgré le contexte, il y a eu des surcoûts. Il y a eu un surcoût très fort pour la compagnie électrique, c'est clair. Mais nous avons vu aussi que nous avons pu gérer l'approvisionnement pour nos grandes centrales électriques, malgré le fait qu'auparavant, avant la guerre, il y a eu cette coupure du gazoduc, Maghreb-Europe, qui est une honte. Mais n'ont pas choisi nos voisins, et il fallait absolument gérer pour qu'on puisse, que des centrales électriques qui fonctionnaient au gaz, parce que nous n'utilisons pas le gaz pour nous chauffer comme dans beaucoup de pays d'Europe, comme vous avez cité tout à l'heure. Eux, ils auront un problème parce qu'il y a le gaz de ville, et ce qui n'est pas le cas de notre pays. Notre pays, c'est du gaz naturel, surtout pour 2 centrales électriques, pour quelques industries. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que ces centrales redémarrent avec du gaz qui vient d'ailleurs et qui revient par le gazoduc inversé aujourd'hui, qui nous permet d'importer du gaz naturel. Donc l'approvisionnement est là. Nous avons pu voir que nous avons, au niveau électricité, au niveau carburant, même s'il y a eu bien sûr des prix beaucoup plus élevés, nous avons été approvisionnés, et c'est très important. Donc le plus important, c'est que tout le monde a peur qu'il y ait une rupture. Oui, parce que si tout va à peu près bien encore aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est bien évidemment pour demain. La montée en flèche, on l'a subi, chaque citoyen marocain, comme ailleurs d'ailleurs, avec le prix de l'essence, après avec le prix du gasoil. Ça a été très compliqué pour de nombreux Marocains ces derniers mois. J'aimerais que l'on donne, si vous le voulez bien, quelques chiffres. Face à la montée justement en flèche des cours du combustible,
Quel est l'impact sur la facture énergétique du royaume? J'ai trouvé un chiffre. Apparemment, on frôlerait pour cette année 2022 les 150 milliards de dirhams. Vous confirmez? Oui, nous sommes déjà à 88 à la fin du mois de juillet. Milliards de dirhams, c'est énorme. Quand on a atteint les 100 milliards de dirhams, on disait déjà que c'était énorme. En 2009, quand le baril était à plus de 100 $. Mais aujourd'hui, c'est clair que dans ce contexte, on aura ces ordres de prix, ces ordres de factures énergétiques. C'est pour ça que notre pays, et il faut le rappeler, notre consommation par habitant, elle n'est pas très élevée. Nous sommes... Elle est de combien? On est à 0,6 TEP par habitant. C'est un tiers de la moyenne mondiale. Et on n'est même pas dans la moyenne africaine. On est un peu plus bas que la moyenne africaine. Donc, c'est normal que notre consommation augmente parce que les gens s'équipent, parce que le pays se développe et beaucoup d'industries s'installent et qu'on consomme plus d'énergie. Ne serait-ce en fait que dans chaque foyer, les Bien sûr. appareils électroniques sont de plus en plus nombreux, on vit avec. Tout à fait. Par contre, ce qu'il faut faire, où il faut faire attention, c'est l'efficacité énergétique. Choisir, consommer pas moins, mais consommer mieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsqu'on peut rendre des services énergétiques, il faut le faire avec le moins d'énergie consommée possible. Et c'est le concept de l'efficacité énergétique. Dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans les villes, dans l'agriculture, dans tous ces secteurs, il y a matière à réduire sa consommation d'énergie fossile. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté technique. Il y a des technologies aujourd'hui qui consomment beaucoup moins d'énergie. Et il faut les choisir, ces technologies. Quand on en achète quelque chose, il faut essayer de choisir les équipements les plus performants. Et il faut aussi changer de certains comportements. Alors, on va y revenir au comportement, aux gestes aussi citoyens. Mais pour être très clair, et pour tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, il y a le risque aussi pour nous de restrictions ou pas? Alors, Parce que là, ce qu'on voit actuellement en Europe, c'est assez flippant de se dire il va falloir éteindre les lumières. Je veux dire, on est dans un scénario qui est inquiétant, mais en même temps qui réveille les consciences. Est-ce que nous, aujourd'hui, au Maroc, on risque de connaître non seulement des restrictions, mais est-ce que notre facture d'électricité risque d'augmenter? Parce que cet argent dont on parle, parce qu'il y a un chiffre également de l'ONE, avec l'envolée des cours du combustible sur le marché international, qui impacte les coûts de production de l'OFII nationale de l'eau et d'électricité. Le chiffre qui serait avancé, un surcoût de l'inflation qui pourrait être de 25 milliards de dirhams. On va le trouver où, cet argent? Alors, ça, Est-ce que c'est sur notre facture que ça va s'impacter? Je crois que ce qu'a fait le gouvernement, et vraiment, il faut reconnaître aujourd'hui que si on a vu une flambée sur les prix des carburants pour les voitures, parce que ça touche une population qui est assez aisée. Si vous voyez les prix de facture d'électricité, le prix du kilowattheure n'a pas évolué. Nous sommes aujourd'hui, et c'est le gouvernement qui a pris ça en charge. La tonne de charbon, on a parlé du prix du baril, qui est autour de 100 $ aujourd'hui. La tonne de charbon a atteint les 400 $ à un moment. Donc vous voyez que nous sommes dans un contexte où cette flambée, on espère que ça ne va pas s'éterniser encore. Donc c'est pour ça qu'il y a des réunions en ce moment même de l'OPEP+, et autres qui vont nous donner quelques indications sur qu'est-ce qui peut se passer pour les mois qui restent à venir sur le prix du carburant. Mais il faut voir que pour notre pays, juste pour être très clair, excusez-moi. Oui. Juste pour être clair, ce que vous nous dites, on ne risque pas, en tout cas dans les mois à venir, d'avoir une augmentation de nos factures, que ce soit de gaz ou d'électricité. Alors, le gaz, le gaz est le seul gaz qui est aujourd'hui distribué au Maroc, c'est celui qui est le gaz butane qui est subventionné, et la caisse compensation a suivi depuis le début. Si vous avez remarqué, et bien sûr, vous voyez l'impact sur la caisse de compensation aujourd'hui. Mais vous voyez aussi qu'il faut avoir des politiques volontaristes pour éviter le gaspillage et accompagner nos concitoyens pour qu'ils soient, pour que non seulement ils réduisent leur consommation d'une façon intéressante, mais en baissant leur facture énergétique.
C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact. Il faut absolument accompagner cette politique forte du gouvernement. Que chacun d'entre nous prenne conscience. Voilà. Il y a un monde qui est très instable en ce moment. Il y a un contexte géopolitique qui peut effrayer beaucoup. Et aujourd'hui, nous voyons qu'on arrive à être approvisionné, mais qu'il faut rester très très vigilant parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve encore l'avenir et qu'il faut absolument, dans ce contexte, accélérer notre transition énergétique. C'est une vision. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Nous avons la chance qu'en 2009, il y a eu une décision royale qui a donné priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. C'était en 2009, le baril était déjà à $100 à ce moment-là, il a rebaissé par la suite, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre pays a pu anticiper et a démarré des grands projets renouvelables. Nous étions à plus de 95% de dépendance, nous sommes à 80% pour l'électricité. Aujourd'hui, la consommation est à 20% en renouvelable, elle n'était même pas à 5% auparavant. Donc c'est par étapes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut accélérer? Je pense que oui, parce que les renouvelables sont devenus très compétitifs, parce qu'il y a un volet économique aujourd'hui qui est là. Il faut aussi accompagner, en plus des grands projets que nous avons vus, il faut absolument accompagner tout ce qu'on appelle le décentralisé, pour que les citoyens, les industriels, les agriculteurs baissent leur facture énergétique en utilisant au maximum ce qu'on appelle la petite renouvelable, ce qui s'appelle les toits solaires dans les maisons, ce qui s'appelle les pompes solaires dans l'agriculture, ce qui s'appelle... Alors par exemple, pour vous parler d'agriculture, c'est vrai que ça fait des années qu'on parle de ces énergies renouvelables, de l'énergie verte, du Maroc, des centrales solaires de nous. Quand je vous dis où en sommes-nous aujourd'hui, je pense que c'est important aussi d'informer les citoyens parce qu'on n'en parle plus beaucoup actuellement. On en est où? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de produire suffisamment d'électricité? Sommes-nous capables aujourd'hui de stocker suffisamment d'énergie pour toute l'activité à travers l'ensemble du royaume? Vous parliez d'agriculteurs, j'aimerais que vous nous donniez... je mélange un peu tout parce que j'ai beaucoup de choses à voir avec vous, mais les agriculteurs, juste pour y revenir, combien sont aujourd'hui équipés de panneaux solaires pour le pompage? Plus de 60 000. Nous avons eu un programme depuis plus de 5 ans, mené avec le ministère de l'Agriculture, qui non seulement accompagne les agriculteurs, nous avons fait une tournée dans toutes les chambres d'agriculture. L'AME a travaillé avec les agriculteurs pour les sensibiliser, pour leur expliquer pourquoi une pompe solaire est intéressante par rapport à une pompe diesel, et pourquoi le pompage solaire, à condition qu'il soit bien dimensionné, pour ne pas aussi gaspiller de l'eau, parce qu'il y a la problématique de l'eau, il faut être très vigilant là-dessus. Donc, quand on fait les pompes solaires correctement, nous avons aujourd'hui plus de 60 000, c'est plus de 600 mégawatts aujourd'hui de décentralisé que dans le pompage. Plus. Nous avons fait une enquête pour faire le bilan de tout cela et nous montrons aujourd'hui qu'il faut sensibiliser les agriculteurs, qu'il faut former les installateurs au niveau des régions agricoles, et c'est ce que nous avons fait avec la CGEM, avec le cluster solaire, avec la MISOL, pour avoir une formation adéquate pour que des jeunes dans les régions agricoles puissent dimensionner correctement, installer correctement, faire la maintenance correctement dans les régions agricoles. Il a fallu aussi un financement avec le Crédit Agricole du Maroc, avec Tamouil Fellah, qui est la banque des petits agriculteurs. Aujourd'hui, il y a des lignes qui financent parce qu'il y a un investissement à faire et l'agriculteur a besoin, en plus d'être sensibilisé, d'être convaincu, d'avoir les moyens de le faire, parce que c'est des investissements quand même qui sont un peu payés 4-5 ans d'électricité d'un coup, il faut être accompagné financièrement. Donc quand vous avez tout cela mis en place, vous pouvez atteindre ces objectifs et nous espérons aller encore plus loin avec le programme que nous avons mené d'ailleurs avec le Fonds pour l'environnement mondial et le PNUD, qui montre qu'aujourd'hui, on est en train de clôturer ce programme, mais notre programme est lancé. Nous avons d'autres ambitions avec le ministère de l'Agriculture pour que la grande majorité de nos agriculteurs passe complètement au solaire. Il y a une auditrice qui vous envoie, qui est en train de nous écouter et qui vous dit la chose suivante. Vous avez raison. Il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que l'État qui doit se bouger actuellement. J'ai vu une très belle initiative sur la route, une initiative citoyenne, des jeunes femmes avec des voitures qui vendent le café et sur le toit, en fait, c'est un panneau solaire. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'avantage du solaire
on peut l'appliquer partout. Et surtout... Mais est-ce que ça ne revient pas trop cher? Parce qu'on peut se dire, nous, allez, moi, je peux, sur le toit de ma maison ou de mon immeuble, installer un panneau solaire. Ça ne coûte pas trop cher? Non, au contraire. Aujourd'hui, c'est 2 à 3 fois moins cher que le prix du réseau. C'est pour ça qu'on arrive à convaincre tous les acteurs. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est de faire un investissement. Parce que le panneau solaire, il va fonctionner 25 ans. Mais, donc, il faut faire l'investissement de départ. Or, c'est pour cela... D'ailleurs, ce que nous avons fait avec toutes les banques du Maroc. Nous avons amené à signer des conventions avec toutes les banques locales aujourd'hui, des lignes de financement pour l'économie verte, dont les toits solaires. C'est-à-dire que je suis un industriel et j'ai un grand toit dans mon entreprise. Je peux installer jusqu'à 1 MW, ce qui s'est fait d'ailleurs pendant cette pandémie, plusieurs toits. Alors, j'ai parlé du pompage solaire dans l'agriculture, mais aujourd'hui, il faut ajouter au bilan énergétique parce qu'on est à 11 gigawatts pratiquement. C'est 11 000 mégawatts, c'est la capacité du Maroc d'électricité, qui est thermique et renouvelable. 4 000, c'est les grands parcs solaires, les grandes centrales, parcs éoliens, hydrauliques. Aujourd'hui, c'est 4 000. Donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à peu près à 37% de capacité renouvelable sur le total. Par contre, il faut ajouter tous les décentralisés. Aujourd'hui, on a, je disais, 600 mégawatts qui sont décentralisés, pas connectés au réseau, mais qui servent, qui sont de l'énergie qui est utilisée. Les toits solaires des entreprises, aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de mégawatts aujourd'hui qui sont dans les zones industrielles de notre pays parce que ces investissements sont rentables. Très récemment, nous avons fait aussi avec les hôtels. La SMIT a lancé un programme de rénovation des hôtels. Nous avons pris contact avec eux et nous avons formulé une action ensemble pour que dans ce programme de rénovation des hôtels, que les hôtels s'équipent en toit solaire ou en chaudière à biomasse. On ne parle pas que d'électricité. Aujourd'hui, on peut chauffer et climatiser et en utilisant au lieu du fioul de la biomasse. C'est aussi une ressource nationale. Nous avons des grignons d'olive qui peuvent servir comme carburant. Nous avons toutes ces chaînes qui se développent dans notre pays et qui montrent qu'on a des atouts. On doit réduire notre dépendance énergétique. Et lorsqu'on parle de souveraineté énergétique aujourd'hui, pour un pays comme le nôtre, très dépendant des énergies fossiles, qui doit aujourd'hui voir toutes les actions à mener, aussi bien en maximisant l'utilisation des ressources renouvelables, solaire, éolien, hydraulique, je suis désolée, biomasse. Je vous coupe et je vous couperai tant que ça arrivera. Et vous avez parfaitement raison si vous êtes en train de nous écouter. Réagissez sur nos réseaux sociaux. On répondra aux questions. Vous venez de voir, ils vont pas vous louper d'ailleurs. Vous venez de parler d'accompagnement bancaire pour tout ce qui est énergie renouvelable et énergie verte. Par rapport à ce que vous venez de dire à l'antenne, est-ce que ça veut dire que si je fais un prêt pour acheter des panneaux solaires, la banque m'accompagnera à des taux... Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est qu'on a eu, pour les industriels, nous avons eu un programme aujourd'hui où il peut y avoir jusqu'à 10% de subvention. Pour les industriels, un industriel qui a une entreprise qui consomme l'électricité, s'il a un toit disponible, il peut installer son toit solaire. Il y a eu plus d'une centaine de cas déjà réalisés. Donc pour vous dire que non seulement c'est intéressant, mais en plus qu'il y a un encouragement avec ce programme qui a été mené avec toutes les banques locales. Certains programmes qui ont été menés aussi avec des banques de développement comme la Bird qui a financé aujourd'hui le programme d'accompagnement de l'économie verte. Donc c'est tout cela qui se met en place. Et pour les particuliers ? Alors pour les particuliers, c'est là, il y a 2 volets. D'abord, il faudrait que la réglementation évolue. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, un industriel va consommer toute cette électricité. Il a son toit solaire sur le toit, d'accord ? Toute cette électricité produite, il va la consommer. Le particulier, il n'est pas à la maison la journée. Cette électricité va être produite sur son toit. Lui, c'est le soir, quand il rentre chez lui, qu'il va consommer. Or, la loi ne permet pas aujourd'hui d'injecter sur le réseau en basse tension. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, un toit solaire, il produit du lever de soleil au coucher de soleil. D'accord. Quand vous êtes un industriel, toute cette énergie est consommée par l'industrie. Ok. Chez un particulier, c'est différent. Dans les maisons. Pourquoi ? Parce que la maison consomme très peu la journée. C'est le soir, quand les gens rentrent à la maison, qu'ils consomment. Or, le soir, c'est la nuit, le panneau solaire ne produit rien.
Donc, qu'est-ce qui se passe souvent dans les autres pays? C'est que les gens vendent les kilowattheures la journée Exact. et achètent le soir. D'accord. La loi ne Nous, le on permet peut pas pas. encore. Pas encore Et aujourd'hui. pourquoi on ne le ferait pas? Parce qu'il faudra le faire. Et je crois que ce qui s'est fait Est-ce que c'est pour la pas très le haute moment? tension, c'est aujourd'hui, je l'espère, que nous aurons encore plus de volonté pour accélérer. Quand je parlais d'accélérer cette transition énergétique, il est temps, vraiment temps, aujourd'hui, que nos programmes d'accompagnement de cette transition énergétique, pour qu'elle touche tous les citoyens, pour que tous les citoyens puissent bénéficier de cette transition énergétique, qui fait baisser la facture énergétique des foyers, soit aussi capable de pouvoir injecter et de racheter. Il faudra... Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été sur la table Oui, en négociation c'est en discussion au avec Parlement. les différents Il y a une loi. gouvernements? Il y a une loi sur les énergies renouvelables et aujourd'hui, elle a ouvert le marché de la très haute tension. Et si vous avez vu, quand on a ouvert la loi sur la très haute tension, tous les gros consommateurs, les cimentiers, les mines, l'OCP, tous les grands consommateurs, la sidérurgie, tous achètent aujourd'hui, au lieu d'acheter à l'ONE, achètent à des fournisseurs privés de grands parcs éoliens, donc d'énergie verte, décarbonée. Alors je parlais de décarbonation parce qu'il y a un volet de décarbonation dans tout cela aussi, et à des prix plus intéressants que celui de l'ONE. Pourquoi? Parce que c'était la loi 1309 qui a permis d'ouvrir à la très haute tension. On a une grosse discussion déjà pour la moyenne tension. En ce moment, c'est déjà au Parlement. Mais l'objectif, c'est qu'à terme, très haute tension, moyenne tension, basse tension, il faut que tout le secteur, qui nécessite quand même des modifications, c'est vrai, Ça parce va que demander une logistique compliquée. et ça demandera Non. des réseaux intelligents, Bah oui. des compteurs intelligents. Donc c'est tout un programme à mettre en place. Surtout qu'il s'ajoute quelque chose de nouveau. On n'a pas parlé de mobilité. Le gros de la consommation énergétique dans notre pays, c'est pour le transport. Et la mobilité électrique arrive. La mobilité électrique va changer la donne. Donc les électriciens doivent se préparer aussi à la mobilité électrique. Et c'est pour ça que ce concept de compteur intelligent... On est encore très loin, nous, ou pas? On a 10 000 véhicules aujourd'hui au Maroc qui sont C'est pas beaucoup, hein. hybrides ou électriques. C'est pas beaucoup. L'AME a poussé pour que les textes de loi sur la loi de finances, pour qu'il n'y ait pas eu de subvention. On n'a pas les moyens d'avoir des subventions comme en Europe pour des véhicules. Bon, par contre, il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de vignette, il n'y a pas de taxe de luxe sur les véhicules électriques et hybrides. C'est ce qui a permis, parce qu'un véhicule électrique coûte plus cher, parce qu'un véhicule hybride coûte plus cher, parce qu'il y a deux moteurs. Un véhicule électrique, il y a des batteries qui coûtent assez cher. Donc c'est tout ça qu'il faut accompagner, mais nous y sommes. Et on voit arriver des véhicules électriques de plus en plus compétitifs, c'est-à-dire de moins en moins chers, qui vont arriver sur le marché. Or, quand vous faites votre plein en électricité, vous avez des très bons rendements des moteurs électriques, donc vous avez un véhicule plus efficace, qui consomme beaucoup moins, et qui est beaucoup plus économique à l'utilisation. Donc ça va se développer, et ça peut arriver très vite. Par contre, il faut que nos réseaux électriques, dans les villes, sur les bornes de recharge, on a un programme aujourd'hui sur lequel nous travaillons avec la CGEM, avec tous les ministères concernés, ministère des Transports, ministère bien sûr de la Transition énergétique toujours, mais aussi tous les acteurs, pour que demain, cette disponibilité, on a eu le retour des Marocains résidant à l'étranger cet été, beaucoup sont venus en véhicule électrique. En voiture électrique? Pas beaucoup, je dirais, c'est un certain nombre, il ne faut pas exagérer. Je vous interromps un tout petit peu. Il est 13h24, si vous venez de nous rejoindre. Nous parlons d'énergie, de la préservation, de l'augmentation et de la flambée des prix des hydrocarbures, de cette crainte absolue de restriction d'électricité dans de nombreux pays européens. Et aujourd'hui, avec moi, Saïd Moulim, qui est le directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Puisque vous êtes sur l'efficacité énergétique, on voit un pays juste à côté de chez nous, bassin méditerranéen, l'Espagne, qui a pris une mesure que énormément de politiques, mais aussi de citoyens ont salué, à savoir rendre les transports publics gratuits pour, non seulement, puisque vous parlez de mobilité, ça a un coût, c'est vrai, mais n'empêche que à gagner, ça veut dire moins de pollution. C'est aussi pour les citoyens et pour le porte-monnaie tout à fait. de chacun moins cher, mais aussi un gain de temps
énorme et du coup on a l'impression que tout le monde y gagne. Est-ce que vous vous dites vous aussi c'est une très belle initiative et pourquoi pas on pourrait suivre cet exemple? Non, ça nécessite bien sûr un bon réseau de transport en commun. Le travail qui a été fait. On a des bus, on a les tramways, en tout cas dans les grandes villes, Casablanca. C'est pour ça que j'ai dit que vous voyez en fait le nombre, Saïd Moulim, d'embouteillages, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec la rentrée, Casablanca totalement surchargé. On rajoute des voies, il y en a 3, il y en a 4, mais ça ne suffit pas. Imaginez tout le monde qui prendrait le tramway, le bus. Oui, le travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur sur la mobilité urbaine, aussi bien pour rendre fluide la circulation, que pour le transport en commun. Dans toutes les grandes villes du monde, aujourd'hui, il sera impossible de continuer sur la même voie où tout le monde a une voiture. Qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes aujourd'hui, dans le monde? On rend l'accès au centre-ville très compliqué, avec un péage de parking très cher, avec des quartiers... moins cher pour les voitures électriques. Et des quartiers complètement interdits à la circulation, et un transport en commun, mais très efficace. Vous pouvez accompagner cela quand vous avez un très bon transport en commun. L'investissement qui a été fait sur les bus, on le voit ici à Casa, avec le tramway et les bus, aujourd'hui, on peut se dire que nous avons un transport en commun vraiment d'un niveau tout à fait acceptable. Il est très important, à Rabat la même chose, nous voyons dans les grandes villes, le transport en commun à Marrakech, à Tanger, c'est très important. Un auditeur vous dit, mais il n'y en a malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. Oui, il faut aller encore plus loin. Et c'est ce qu'il faut accompagner encore plus. C'est des gros investissements. C'est pas... Maintenant, ensuite, le coût du transport en commun. Ce qui a, pour toucher surtout les catégories sociales qui ont le plus de difficultés aujourd'hui avec cette facture énergétique, parce que tout a augmenté. On l'a vu avec le prix du carburant qui a augmenté, mais aussi tous les prix donc, du transport quand vous prenez un taxi. Donc c'est normal de voir qu'il faut accompagner cela. Le transport en commun doit jouer un rôle encore plus fort, parce que ce que nous préconisons dans nos mesures, d'ailleurs, quand on parle de nouveaux comportements, on le dit dans nos mesures, si vous n'êtes pas très loin, si vous devez faire un petit trajet, pensez à le faire à pied ou en vélo, pensez à prendre le transport en commun, et ne prenez votre voiture qu'en cas de réelle nécessité. Et aujourd'hui, c'est la règle partout dans le monde. Des pays ont décidé que le vélo revient en force d'une façon importante. Et des pays très développés, où le temps est exécrable. Chez nous, Saïd Moulim, il n'y a pas de piste cyclable. Oui, il y a dans de nouveaux quartiers, quand même, quelques initiatives qu'il faut accompagner, et c'est vrai, mais c'est des choix de politique de mobilité. Aujourd'hui, la mobilité douce, ce qu'on appelle la mobilité douce, doit être développée dans notre pays. C'est bien sûr... et pour éviter les bouchons, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans certains quartiers, vous pourrez, si vous prenez le tramway ici à Casa, vous pouvez mettre 2 fois à 3 fois moins de temps que si vous prenez votre voiture. Donc, non seulement vous gagnez en temps, vous gagnez en économie d'énergie, parce que vous ne payez pas de carburant, et de pollution pour la ville. Parce que, n'oublions pas, on parle d'énergie, on parle de climat, on parle de pollution dans les villes. Et dans tout cela, nous voyons qu'aujourd'hui, quand on a une bonne politique, mais ça nécessitait ces investissements, ils sont là aujourd'hui. Il faut déjà profiter des investissements existants. Il faudra accompagner pour que, si je dois aller au travail, je ne peux pas me permettre, si le bus n'arrive pas à l'heure, et après, donc c'est toute une logistique pour que les bus soient à l'heure, et aujourd'hui, on le voit, une évolution. On a vu ce qui s'est passé dans le train. Les trains, aujourd'hui, vous savez, le TGV est à électricité verte, aujourd'hui en plus. Si vous prenez le TGV de Casa à Tanger, l'ONCF achète du kilowattheure vert à des grands producteurs d'éoliennes, d'électricité à partir d'éoliennes, et cette électricité consommée par le TGV vient de ces parcs éoliens. La quantité qu'ils achètent est la même que celle qu'ils consomment. Donc ils peuvent dire que leur projet, leur train utilise l'électricité décarbonée. L'OCP, aujourd'hui, est à 88% de son électricité d'origine renouvelable. Le plus grand groupe de notre pays aujourd'hui est avec une politique volontariste et qui veut être à bilan carbone neutre en 2040. C'est énorme. Vous voyez
que les politiques... Et ils y sont presque. Et ça, c'est des locomotives. La CDG a aussi une politique volontariste aujourd'hui pour que leurs projets, parce qu'on a dit à tous ces locomotives de notre économie, il faut donner l'exemple. Et l'exemplarité de l'État est là, de par les grands groupes. Et quand on parlait des bâtiments publics, parce qu'on a parlé des foyers tout à l'heure, mais on n'a pas parlé des bureaux qui, eux, fonctionnent la journée. Les administrations qui fonctionnent la journée. Mais là, pas les toits solaires. Ces bâtiments publics, s'ils avaient tous des panneaux solaires... Nous sommes à 100 bâtiments aujourd'hui. Combien ? 100. C'est pas beaucoup sur les milliers. Mais c'est déjà un début. Et on a une politique d'exemplarité de 100 l'État. bâtiments publics donc, qui aujourd'hui ont des panneaux solaires sur leur toit et qui ne fonctionnent qu'avec ça ? Pas qu'avec ça, parce que la journée, alors ils sont dimensionnés en fonction de la superficie du toit. Un exemple très clair, bon bien sûr, si vous venez voir le siège de l'AME, dès sa mise en place, on a voulu donner l'exemple. Si on encourage cela, il fallait absolument qu'on ait des voitures hybrides, qu'on ait des motos électriques. Vous avez une voiture hybride, vous ? Oui. Et vous galérez pas pour la recharger ? Non, une voiture hybride n'a pas besoin d'être rechargée. L'hybride rechargeable peut être rechargé. Et la voiture électrique doit être rechargée. Donc on a mis, et aujourd'hui il y a quand même des bornes sur le territoire. On a plus d'une centaine de bornes aujourd'hui sur le territoire marocain. Si vous venez de Tanger, c'est pour ça que je parlais et j'ai rencontré des amis qui sont venus des Marocains résidant à l'étranger qui sont rentrés cet été avec des Tesla et qui ont fait d'Allemagne jusqu'au Maroc, qui sont venus pour leurs vacances au Maroc en voiture électrique. Il y a des sites, je vais parler de Tesla, mais toutes les voitures électriques aujourd'hui peuvent trouver où faire le plein d'électricité avec des bornes rapides. Sinon, on peut toujours charger le soir chez soi, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Mais important pour les véhicules, pourquoi l'exemplarité de l'État, en tant qu'agence, les motos électriques pour les coursiers, aujourd'hui, la moto électrique est très rentable. Nous avons... je vais revenir sur les gestes citoyens parce que je sais que vous avez plein de conseils. 200 kW sur le toit du ministère des Finances, de toit solaire aujourd'hui. Parce que le ministère des Finances voit les budgets, voit les factures énergétiques de tous les départements ministériels. Nous avons un programme d'exemplarité de l'État, la stratégie nationale de développement durable portée au plus haut niveau de l'État, avec monsieur le chef du gouvernement qui a présidé et qui demande aujourd'hui une nouvelle orientation pour la stratégie nationale de développement durable, avec le concept d'exemplarité de l'État. Tous nos bâtiments publics, nous sommes à une centaine aujourd'hui, qui ont des toits solaires, qu'on accompagne pour ceux qui ont les moyens de faire ces investissements, et on voit le retour sur investissement. C'est très rentable. Non seulement c'est propre, ça réduit notre dépendance énergétique, mais en plus, c'est très rentable. Donc, il faut accompagner, accélérer cela aussi, parce que ça permet de faire des économies pour notre facture énergétique. Vous avez parlé de 150 milliards de dirhams. Quand on fait 1% d'économie d'énergie, c'est 1,5 milliard. Si tout le monde faisait 1%, c'est 1,5 milliard de dirhams. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, puisqu'on nous parlions de solaire, qui critiquent beaucoup Nour en se disant c'était un gigantesque projet, on n'en parle plus, finalement c'est un raté. Qu'est-ce que vous répondez ? Non. En 2009, il y a eu une orientation, il y a eu des décisions prises sur différentes filières. Il y a différentes filières solaires, éoliennes. Aujourd'hui, nous voyons que les choix qui ont été faits, parce qu'il y a l'éolien qui est vraiment des coûts très très intéressants aujourd'hui. On parle de 30 et 40 centimes du kilowattheure, c'est très bas. On a du photovoltaïque qui est aussi très très bas. On a vu des records dans le monde à moins de 20 centimes du kilowattheure. Et on a ce qu'on appelle du CSP, c'est du solaire thermique, où on peut stocker la chaleur pour que ça fonctionne la nuit. Et bien sûr, c'est plus cher. Et cette filière, elle s'est développée dans certains pays. On l'a vu en Chine, on l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu chez nous, à Ouarzazate, et on l'a vu aujourd'hui, très récemment, avec des nouveaux investissements faits aux Émirats arabes unis dans ce domaine. Il ne s'agit pas que la majorité des projets soient du CSP parce que ça serait trop cher. Mais c'est un mixte aujourd'hui entre l'éolien, le solaire, photovoltaïque, l'hydraulique, plus du CSP en petite partie qui permettrait de jouer ce rôle de batterie pour le soir, de stockage. C'est ce qui permet. Bien sûr, le coût du kilowattheure est plus élevé. Mais si on fait le bilan du renouvelable marocain, aujourd'hui, si on arrive à 6 gigawatts ou 10 gigawatts solaires, si nous avons 1 gigawatt en CSP, ce n'est pas incompréhensible. Donc pour vous, le bilan est plutôt positif pour les différentes centrales, et centrales Nour en particulier ? Notre pays est exemplaire. Notre pays est un exemple dans le monde aujourd'hui.
Et on nous est cité en exemple par nos partenaires, par les partenaires du Nord comme du Sud. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de continuer parce qu'en 10 ans, les technologies ont évolué, certaines technologies ont fait énormément baisser leurs coûts. Bien sûr, il faudra focaliser beaucoup plus sur ces technologies les plus rentables, mais il ne s'agit pas de remettre en question ce qui s'est passé avant. Donc aujourd'hui, il y a des modifications à faire sur les orientations, mais sûrement pas écarter ce qui a été fait auparavant. Il faut continuer, nous avons fait des choix, nous avons une intégration industrielle, nous avons des emplois dans l'industrie qui est liée aux renouvelables. Nous parlons demain d'hydrogène vert. Hydrogène vert veut dire beaucoup plus de projets renouvelables. Et il faut que notre pays, non seulement parce que les renouvelables, c'est tout ce côté intermittent qui faisait peur aux électriciens et autres. Aujourd'hui, avec le CSP, pourquoi le choix avait été fait à l'époque? Parce que les électriciens voulaient plus de sécurité. Avec le CSP, vous avez plus de sécurité parce que vous pouvez stocker. Et vous avez des cristallités, même en heure de pointe, après le coucher de soleil, etc. Donc c'est très important d'avoir une partie liée à ça. Par contre, il faut être très vigilant sur les coûts. Bah oui. Et le modèle, aujourd'hui, quand on fait du photovoltaïque, mais le photovoltaïque ne fonctionne que quand il y a du soleil. Donc, s'il y a un nuage qui passe, ça baisse. Si dès que le coucher de soleil, il ne produit plus rien, il faut ou bien des batteries, ou bien d'autres types de stockage. On a des STEP, des stations de pompage-turbinage aujourd'hui qui servent aussi à stocker. On pompe de l'eau le soir, le quantité d'électricité pas cher pour stocker de l'eau et la faire chuter quand on en a besoin. Donc, il y a plusieurs technologies. Et puis, nous sommes interconnectés avec beaucoup de pays. Nous sommes interconnectés avec nos voisins du Nord, où on peut acheter et vendre au moment où on veut. Donc, il y a beaucoup de solutions. Je vais un peu récapituler ce que l'on nous sommes dit, ce qui est déjà pratiquement 13h40. Donc, pas d'inquiétude pour les Marocains, pas de risque, en tout cas immédiat, d'augmentation de factures d'électricité au vu de la conjoncture mondiale. Tant que notre gouvernement a les moyens, et je peux vous assurer que c'est un effort énorme qui est fait aujourd'hui. Vous avez parlé des prix, des coûts. En Europe, ils parlent de 10 dirhams du kilowattheure aujourd'hui sur le marché. 10 dirhams. On le paye 1 dirham et quelques. 1 dirham 60 pour les tranches les supérieures, 1 dirham 80. Mais rendez-vous compte, aujourd'hui, est-ce que ça pourra... Bien sûr, si ça traîne, si ça dure, c'est pour ça qu'on dit attention, il faut quand même faire des efforts en termes d'économie, en termes de comportement, en termes d'utilisation au maximum des renouvelables. Et le renouvelable décentralisé doit être accompagné d'une façon beaucoup plus forte pour accélérer et non seulement l'impact sur la consommation, mais aussi baisser les factures qui vont avec. Un élément très important que vous nous avez développé et détaillé, la mobilité, oui. La possibilité de voir peut-être et d'interpeller le gouvernement qu'on mette un petit peu un pied sur l'accélérateur pour la mobilité, pour privilégier les transports en commun, puisque tout le monde y sera gagnant, et la facture également pour le citoyen marocain. Bien sûr, et ceux qui n'ont pas accès aux transports en commun, on leur préconise l'éco-conduite. Je vous invite à aller voir toutes les recommandations sur notre site web de l'AME. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, on a des comportements qui peuvent réduire notre consommation d'énergie. Pour le même service, je peux conduire ma voiture d'une certaine façon et consommer 20% de moins. On a même maintenant mis des normes sur l'électroménager, mais des normes sur les pneus, et des pneus qui font consommer moins les voitures. Donc, vous avez toutes ces technologies, tous ces comportements à accompagner. Tout est disponible sur le site web de l'AME, www.ame.ma. Vous pouvez voir les comportements, parce que je tiens à le dire, c'est les comportements qui permettront à notre pays d'être plus souverain énergétiquement, parce que c'est très lourd, une facture de 150 milliards de dirhams. C'est énorme. Et donc, il faut absolument que nous accompagnions nos partenaires, nos concitoyens, nos industriels, nos agriculteurs, pour que, ensemble, tout le monde arrive à baisser sa facture énergétique tout en étant plus respectueux de l'environnement. Parce que toujours concernant la mobilité, parce que ça m'intéresse énormément ce que vous avez dit, privilégier les 2 roues, comme ça se fait beaucoup, vous avez parfaitement raison. Les ventes ont explosé dans de très nombreux pays du bassin méditerranéen. Nous n'y sommes pas parce qu'en termes de sécurité, je vous garantis, venez faire du vélo à Casablanca, vous n'allez pas être déçus du voyage. Ceci dit, à Marrakech, les 2 roues, les mobylettes, les vélos, ça fait quand même quelques années.
il faudrait faire quoi pour qu'on lance un appel là au gouvernement en le disant vraiment, ou peut-être à la ville de Casablanca, parce que ça, c'est génial. Bien et on sûr. fait du sport On fait du même sport, temps, on respire. oui. Il faut que la qualité de l'air soit correcte. Il faut que la sécurité Elle soit le là. deviendra. Oui, tout à fait. Et surtout, parce que c'est du sport qu'on fait tous en faisant du vélo, et ça permettrait aussi d'accompagner une mobilité, la mobilité douce dans les villes. Bien sûr, quand on voit des pays où il fait très froid, où il pleut, que les gens prennent leur vélo, ça nécessite des changements de comportement chez nous, et ça, c'est pas toujours facile, mais je peux vous assurer que les jeunes, de plus en plus aujourd'hui, font de plus en plus attention à cela, et nous sommes heureux de voir des clubs climat dans les lycées. Nous voyons des acteurs. Nous avons accompagné aussi des classes vertes dans certaines académies, et je crois que aussi, vous savez, il y a un programme de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui fait d'énormes actions de sensibilisation pour les académies, pour les plages, pour accompagner cette mobilité douce. Et il y a un programme à la Fondation qui s'appelle Qualité de l'air, qui accompagne cette transition pour la mobilité de demain. 4, parce qu'il nous reste 2 minutes. L'eau, la préservation de l'eau, le taux de pluviométrie, on l'a vu, est au plus bas chez nous également. On a vu des inondations catastrophiques, notamment le Pakistan qui vit un drame humain des plus inquiétants, mais on a vu des pays très proches de nous face à la montée de l'eau, les nappes qui sont asséchées. Un geste citoyen à nous conseiller, s'il vous plaît, pour que nous prenions conscience, parce que là, c'est vraiment de l'action citoyenne propre. Tout à fait. Qu'est-ce que l'on doit faire ? C'est le premier problème aujourd'hui mondial. On a vu un été catastrophique au niveau sécheresse, au niveau incendie, au niveau problématique de l'eau. Et si notre pays est très touché, d'ailleurs on le voit sur le niveau énergétique, parce que les barrages produisent très très peu, parce qu'il y a presque plus d'eau dans les barrages, il faut en profiter pour les aménager, maintenant qu'ils sont secs, pour les désenvaser. C'est maintenant, avant que les pluies arrivent. Je crois qu'il y a, et je crois qu'au ministère de l'Équipement aujourd'hui, il y a vraiment un accompagnement et des grandes campagnes pour l'économie de l'eau qui ont été faites sur tout le territoire pour que les gens ne gaspillent plus l'eau. Mais il est clair que nous allons vivre, et les changements climatiques, les experts du GIEC le disent, pour notre région, pour toute la région d'Afrique du Nord, c'est moins d'eau. Quand elle va arriver d'une façon plus violente, donc il faut avoir des barrages, donc s'adapter à cela, avoir des barrages pour capter cette eau quand elle arrivera, même si pour éviter les inondations, ce que nous avons vu au Pakistan, et en même temps la capter pour la garder pour les années les plus sèches. Donc c'est très important que les barrages soient prêts pour cela, et donc il faut profiter de ce moment aujourd'hui pour peut-être les désenvaser rapidement, et aussi de dire que, à l'instar de l'énergie, avoir ces comportements pour ne plus gaspiller de l'eau dans notre pays. On n'a plus le droit. Les stations de traitement des eaux usées sont très importantes. On a des espaces verts. J'ai vu un débat récemment, est-ce qu'il faut qu'on garde ces espaces verts ou pas ? Si les espaces verts sont arrosés avec des eaux usées retraitées, oui. Parce que les espaces verts permettent de garder une fraîcheur dans la ville et permettent à ceux qui sont dans des appartements de respirer un peu. Et eux profitent de ces espaces verts. Pour eux, c'est très important. D'un côté social, très important pour garder ces espaces verts pour la population qui, dans ces moments de... Et puis nous, recycler aussi l'eau des douches, puisque Bien c'est sûr. de l'eau potable quand même toutes qui ces est petites jetée actions. Et chaque jour. Tout le monde dit, oui, c'est tout petit ce que je vais faire comme économie. Non. Mais imaginez, comme pour l'énergie, si on est tous à faire 1 ou 2%, quand je disais tout à l'heure, 1% d'économie d'énergie, si tout le monde faisait 1% d'économie d'énergie, c'est rien du tout 1%. Donc, et c'est à la fin 1,5 milliard de dirhams d'économie pour notre facture énergétique. La même chose pour l'eau. Il n'y a pas de petites économies. Nous sommes tous concernés par cela. Merci beaucoup. On ne vous arrête plus sur le sujet, tellement vous êtes passionné. Il est 13h45. Merci beaucoup, Saïd Moulim, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Vous retrouverez cette émission en podcast dans quelques minutes, mais tout de suite, il est 13h45. Vous avez rendez-vous avec Marwa Jazili. Elle vous parle de nouvelles technologies, ce que la science, justement, fait du bien. Et aujourd'hui, une voiture qui vole. On n'est pas sur l'énergie, mais vous allez voir que pas loin. Merci encore. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.